Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et aujourd'hui je suis avec Marc. Bonjour à tous. Et nous avons lu SAS numéro 60, Terreur à San Salvador de Gérard de Villiers, paru chez Plon en 1980. Alors c'est un épisode qui est assez inédit à plusieurs égards. Le premier, c'est que Marc, tu es un chroniqueur un peu particulier. Tu es mon mari. Eh oui. Ça fait 2 semaines qu'on est en vacances, toi et moi, et d'habitude, on en arrive à un point à la fin des vacances où juste on parle par onomatopée / par télépathie, et donc je suis un peu stressée parce que je me dis genre, je ne sais plus, je sais pas si on va bien parler comme il faut. On va bien expliciter. Oui, on va faire gaffe, pas trop parler comme des aliens. Et l'autre chose qui est un peu différente que d'habitude, c'est que, comme vous avez pu le remarquer, ce livre, Terreur à San Salvador de Gérard de Villiers, il fait pas du tout l'actualité vu qu'il est paru en 1980. C'est un peu un nouveau chapitre pour Torchon. Un peu un rétro-torchon. C'est un rétro-torchon. C'est les torchons d'hier et d'aujourd'hui. L'idée, c'est de parler de littérature populaire d'hier et d'aujourd'hui. Et donc, on commence aujourd'hui par SAS, que j'ai pu acheter au marché d'Ars-en-Ré au mois d'août. On l'a acheté en 2 exemplaires. Mais plutôt pratique pour le lire en même temps. Oui. Et donc, on a choisi celui-ci en particulier, pas pour les destinations, ouais. Pas pour la beauté de la couverture, pourtant aguicheuse. Mais elles sont toutes aguicheuses. Enfin, c'est le concept d'SAS. Mais parce qu'en fait, il l'avait en double chez le bouquiniste d'Ars-en-Ré. SAS, c'est une série de romans d'espionnage, 200 ouvrages quand même, publiés entre 1965 et octobre 2013, écrite par Gérard de Villiers, donc. La série est intitulée ainsi en référence au prédicat honorifique Son Altesse Sérénissime du héros de la collection, Malcolm Lynch. Donc Malcolm Lynch, c'est un peu une sorte de James Bond. D'ailleurs, le premier tome a été écrit plus ou moins à la mort de l'auteur de James Bond. Donc c'est totalement copié, quoi, d'une certaine manière. Mais c'est un peu un James Bond à la française. Alors Malcolm Lynch, il est pas français d'ailleurs, le personnage, il est plus ou moins autrichien, ouais. Comme ça. Et il a pas forcément comme James Bond une affiliation de patriotique. C'est plutôt une sorte de mercenaire qui travaille pour la CIA notamment. Mercenaire parce que en fait la base c'est qu'il essaye de trouver de l'argent pour rénover son palais, son château. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait, mais c'est voilà une sorte d'agent espion qui va parcourir le monde dans des romans d'espionnage extrêmement populaires. Et chacun des romans en fait part pour une destination qui est en lien avec l'actualité de Gérard de Villiers, avec les crises géopolitiques du moment. Le nôtre, par exemple, Terreur à San Salvador, a été écrit après l'assassinat d'un évêque qui faisait la une des journaux à cette époque. Il y a donc le meurtre de cet évêque qui va être raconté dans le livre. Et le livre, en fait, va inventer un tueur qui est Enrico Chacon. Et c'est ce tueur qui va être la cible de Malcolm Lynch. Mais là, je m'avance déjà un petit peu. Sachant que l'évêque s'appelle Oscar Romero, Monseigneur Oscar Romero, et il a été ensuite sanctifié depuis par, je sais plus, Benoît XVI ou le pape François. Mais c'est ça qui est, je pense, l'un des plaisirs de ce livre. Il y a plein de plaisirs différents dans ce livre extrêmement populaire. Et le premier, c'est que en fait, ça permet de à la fois de mieux comprendre l'actualité du moment, mais en même temps avoir l'impression d'avoir une sorte de dessous des cartes, de savoir un peu ce qui nous est caché. Il y a un côté où c'est à la fois extrêmement réaliste, mais même un peu insider. Pour revenir au fait que c'est de la littérature populaire, c'est très impressionnant combien Gérard de Villiers a vendu de livres. Il a vendu plus de 100 millions de romans, 100 millions de SAS. C'est monstrueux. Il faut savoir qu'il en écrivait entre 4 et 5 par an, donc c'est une écriture quasi automatique. Là, il est édité aux éditions Plon, et à l'époque, c'était 10% du chiffre d'affaires de Plon. Et en fait, Gérard de Villiers s'est dit, bon, bah, le plus simple, c'est que j'ai ma propre maison d'édition. Et donc, il y a eu à une époque la maison d'édition Gérard de Villiers. Sachant qu'il a terminé ruiné à la fin de sa vie, après avoir vécu avec, je sais plus, 4 ou 5 femmes, et avoir tout flambé en boîte de nuit, en bagnole, en appart avenue Foch. Donc c'est un peu un personnage haut en couleur lui aussi. Et d'ailleurs, il est passé de 4 épisodes par an à 5 épisodes par an parce qu'en fait, il
il flambait trop, quoi. Donc c'était vraiment un mode de vie extrême, à savoir qu'il payait pas ses impôts et que en fait il est mort ruiné parce qu'en fait il a dû rembourser le fisc pendant les dernières années de sa vie et que c'était compliqué pour lui. Plus les divorces qui paraît-il étaient Ruineux. Assez ruineux. Alors, à sa mort, lui, je cite un article de Marianne, lui qui avait été méprisé par la critique de son vivant a eu droit à un beau compliment d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Tout le monde le lisait, il en savait parfois plus que nous. La légende veut aussi que Poutine avait voulu recevoir un exemplaire dédicacé de La Vengeance au Kremlin, le dernier de la série paru en 2010, et racontant des empoisonnements ordonnés par le président russe. Ça, j'y crois pas un instant. Et en effet, ce dernier épisode, donc La Vengeance du Kremlin, dans cet épisode, il est question du suicide d'un oligarque russe, Boris Berezovsky, réfugié à Londres. L'enquête menée par Malko conclut à un meurtre, contrairement à la version officielle, et 5 mois après la publication de cette aventure, la justice britannique reconnaît que l'éventualité d'un meurtre paraît plausible. Gérard de Villiers, il a un côté un peu démiurge, il en sait plus que... En tout cas, insider. Insider. Paraît-il qu'il avait ses entrées à la DGSE, que c'était quelqu'un qui s'y connaissait énormément en géopolitique, en espionnage, tout ça. Même chose, Bachar el-Assad, il avait imaginé une sorte de coup d'État raté contre lui dans un des épisodes de SAS, et quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup d'État raté contre Bachar el-Assad. Donc bref, c'est des romans qui sont donc ultra réalistes sur l'aspect géopolitique du truc, mais pas du tout réalistes sur le reste. Ça reste des romans à la fois ultra violents, à la fois ultra érotiques. Et je veux commencer par le truc le moins réaliste du livre, c'est le point publicité. Alors, première chose à dire, c'est que comme on n'a pas exactement la même édition, le même tirage, il n'y a pas exactement les mêmes pubs entre nos deux exemplaires. Exactement. Moi, j'ai une pub. Gérard de Villiers présente l'eau de toilette Prince Malko. Gérard de Villiers est heureux de réserver à ses fidèles lecteurs sa nouvelle eau de toilette masculine. Oui, t'as de la pub en couleur en plus, c'est classieux. Et c'est des eaux de toilette qui sont dans des flacons en forme de douille dorée, donc 240 millilitres. Et donc, il montre les douilles, je te montre, ouais, avec une pipe, des lunettes un peu aviateurs et des véritables douilles, pour le coup. Une eau de toilette qui ne laisse aucune femme insensible. La grande classe. Alors que moi, un peu plus classiquement, à la fin du livre, j'ai de la pub pour d'autres livres qui sont d'autres romans de gare, qui vont de Le Mercenaire, donc là vraiment sur le même créneau que SAS, L'Exécuteur, des livres de science-fiction, Jimmy Guieux, Blake, qui sont pas tout à fait rentrés dans l'histoire, et des livres qui ont l'air un peu plus explicites, style Les fantasmes de la comtesse Alexandra. Ah mais alors Alexandra, c'est la fiancée de Malcolm Lynch. Qui trompe à tous les épisodes, hein. Et donc elle a ses propres aventures à côté, en fait. Et ouais, attends, je connais tout le lore maintenant. Moi, j'ai des pubs pour un mensuel qui s'appelle Réussite, les hommes et leur succès. C'est un livre un peu d'entrepreneur, donc comme quoi on n'a rien inventé. Et j'en ai encore une autre. Attention. J'ai une pub pour une arme à feu. Le Gérande, pistolet d'alarme extra plat, en vente chez tous les bons armuriers et dans les grands magasins. Ah oui, extra plat comme le flingue de Son Altesse Sérénissime dans le bouquin. Mais dans le bouquin, il dit qu'il peut pas l'amener parce que pour des histoires de douane. Mais j'en ai pas fini sur cette histoire de publicité, ce qui est déjà... Enfin, je pense que ça se fait plus, les pubs comme ça dans les livres. Ah, pour d'autres livres, à la fin, pourquoi oui, pas. Ça, c'est commun. Mais en tout cas, pas pour... des produits dérivés. Pour des... Ouais. Modankawa, Kilomètre Zéro, elle faisait de la pub pour ses retraites. Qui coûtaient pas zéro d'ailleurs. Non, et donc, ce qui est énorme dans ces livres, c'est que les personnages font des pubs. Une espèce de placement de produits. Mais ce qui est un peu étrange, c'est que il y a des produits pour lesquels on est sûr, et ils placent des marques pour lesquelles on se dit, il y a des accords financiers derrière. Par exemple, tu disais, Akai, qui est une marque de chaîne hi-fi, où on a le méchant qui, entre deux séances de torture, allume sa platine Akai grâce à une télécommande qui lui permet de pouvoir écouter de la musique tout en restant assis dans son lit. Mais après, il y a également d'autres placements de produits où on est un peu plus étonné et on se demande s'il y a vraiment eu un accord commercial derrière. Par exemple,
au tout début, lors du briefing, eh bien, il y a son interlocuteur américain qui lui propose, je sais plus, un whisky ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que le personnage principal embraye sur deux autres demandes. Il demande de l'eau et de la Vichy Célestin, je crois. D'abord, c'est de Le Vichy, ouais. la Vichy et de la Vichy Célestin en particulier. Et là, on a un peu plus de mal à voir comment est-ce que l'industrie de l'eau en bouteille a passé un pacte juteux avec Gérard de Villiers. Attends, mais je vais lire le passage, comme ça sera plus simple. David Wise, qui est le chef de la CIA, alluma une cigarette, l'air pensif. Un scotch? Ah non, c'est vrai, vous ne buvez que de la vodka. Très James Bond, ça. Je suis désolée, depuis l'embargo soviétique, nous n'avons plus de Stalichnaya. Vous voulez de la suédoise? Non merci, dit Malko, je préfère un verre de Vichy avec de la glace. Et bon, après, il y a un petit passage, je coupe. Le chef de la division des opérations ouvrit le petit réfrigérateur et les servit, prenant un GNB. C'est du whisky. C'est du whisky, ça. Je n'ai plus de Vichy, dit-il, vous aurez de la Contrex. Volontiers, dit Malko. Mais oui, je suis d'accord. Par exemple, ils boivent que du Moët et Chandon quand ils boivent du champagne, et t'as du mal à penser que Moët et Chandon a passé un accord. Il y a une autre marque qui est très présente, et en revanche, là, c'est possible qu'il y ait eu un accord, c'est Air France. Air France, ça, c'est quasiment sûr, ouais. Au début, SAS, la série, faisait de la pub pour SAS, qui est une compagnie aérienne scandinave. Mais ensuite, il est passé à Air France. C'est un peu, ça donne à la fiction, au récit, un côté très Truman Show, The Truman Show. Et quand t'as la femme de Truman qui est genre infirmière, qui se tourne vers lui avec genre Chocopop et qui fait j'adore ce Chocopop. C'est exactement la même vibe. Et après, c'est pas évident dans un livre de placer des marques, parce que à la fois c'est des choses qui font partie de notre quotidien et donc c'est du réalisme de les placer, et à la fois dans un bouquin c'est comme un coup de pistolet dans un concert, ça fait tout de suite, ça accroche le regard, ça fait bling bling quand on voit la présence de ça fait un peu décalé par rapport au récit. Donc et puis ça dépend à la fois du type de marque, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui sont statutaires et donc c'est chic d'utiliser cette marque plutôt qu'une autre, et donc peut-être qu'il n'y a pas eu de contrat mais juste c'est chic de boire du Moët et Chandon. Ou il y a aussi une autre chose, c'est par exemple une voiture, on a l'habitude de dire il y a une Toyota qui passe, et donc là toutes les voitures sont nommées par leur marque, mais je pense pas qu'il y ait une raison publicitaire derrière. C'est juste que bon bah voilà, au XXe siècle comme au XXIe siècle, quand on parle d'une voiture, c'est assez rare de juste dire une voiture passe. Même chose pour les armes. C'est plus précis. Il décrit systématiquement quel type d'arme ils ont, et en fait parce que il y a une différence entre. Alors son arme à lui s'appelle un python, qui passe son temps à foutre son python dans son slip. C'est bon, c'est fait exprès quoi. Je pense que c'était un choix stylistique. Voulu. Donc voilà, il y a point publicité. Une chose qu'il faut dire tout de suite, c'est que c'est des livres qui sont des livres érotiques, au point où il y a des hors-séries de SAS avec juste les scènes de sexe. Un peu en produit dérivé, Gérard de Villiers va vendre des anthologies de scènes érotiques de SAS. Je pense que sur un livre donc ça fait un peu moins de 250 pages, il doit y avoir 5-6 scènes de sexe. En tout cas, c'est des livres de pornographie. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle ce type de livre existe plus tellement aujourd'hui, les livres érotiques pour hommes, finalement, ça n'existe quasiment plus. Enfin, en tout cas, pas à ce type de tirage. Parce qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté les films d'action et de l'autre côté la pornographie sur Pornhub, en ligne, quoi. Mais avant la pornographie filmée, il y avait la pornographie écrite. Ça, c'est SAS, en fait. Avec un vernis, comme on parlait au début, de géopolitique, qui donne à ces bouquins une espèce de légitimité c'est pas purement des livres porno comme les fantasmes de la comtesse Alexandra, mais je pense qu'on pouvait dire à la maison, mais si je lis des bouquins de géopolitique, pour pouvoir passer ça un peu mieux que purement sous le manteau. C'est vrai qu'il y a un vernis géopolitique, mais ce qui est marrant, c'est que c'est un vernis c'est pas un vernis, c'est réel, c'est des livres de géopolitique matinés entrecoupés de scènes entrelardées de violence et puis d'érotisme très très fort, quoi. Et puis de beau fric. Ouais, le fric, le sexe, la violence, on est bien dans les années 80.
Donc Terreur à San Salvador, qu'on a choisi un peu au pif, je le rappelle. L'intrigue, c'est Enrico Chacón, un Cubain anticastriste viscéral, protégé naguère par les CIA pour sa contribution contre les subversivos de San Salvador, commence à gêner son ancien commanditaire en raison des méthodes expéditives et barbares qu'il utilise. Malco est chargé de lui faire comprendre fermement qu'il n'est plus en grâce. Malco sera confronté à la cruauté ambiante du San Salvador en général et de Chacón en particulier. C'est un livre qui est un peu différent des autres. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Enfin, ce que dit Malco au début du livre, c'est que lui, ce n'est pas. C'est pas sa spécialité, c'est pas l'assassinat de personnes. Oui, voilà, c'est pas quelqu'un à qui on commandite des assassinats, c'est plutôt un espion, et donc il est un peu repoussé au début. Enrico Chacón, c'est une sorte d'homme commandité par la CIA qui devient un peu trop psychopathe. Ouais, d'ailleurs il y a un passage là-dessus où il est comparé avec le colonel Kurtz, qui est donc le personnage personnage traqué dans Apocalypse Now, dans le sens où c'est un agent de la CIA qui est devenu tellement violent qu'il a été trop loin. Et alors, c'était une mission excitante, tordue comme la guerre secrète. Enrico Chacón s'était mis à trop bien tuer, avait dépassé ses maîtres. Cela faisait penser au colonel Kurtz dans Apocalypse Now. Les Green Berets qui pacifiaient trop bien. Son visage correspondait si peu à ses actions, parce qu'il est extrêmement beau gosse. C'était un fauve de grande classe, super dangereux. Je sais pas comment ça se passait dans les années 80, mais le fait de finir cette description par super dangereux, c'est un peu décevant par rapport à ce qu'il a amené. Et puis le fait de citer très explicitement le colonel Kurtz dans Apocalypse Now, ça fait un peu wannabe. Et je viens de vérifier, Apocalypse Now, c'est 1979, donc c'est un an avant l'écriture de ce SAS. Donc bon, vraiment, le Salvador est décrit dans SAS comme un pays horrible. Tout le monde se fait tuer. Alors on est en pleine guerre civile. Pour vous donner un élément de contexte sur le Salvador, c'est une dictature militaire / cafetière, parce que c'était des endroits qui faisaient du café, avec la CIA qui essayait d'empêcher tout mouvement de rébellion bolchevique, parce qu'ils avaient très peur que ça finisse comme Cuba. Donc dans l'ensemble, c'est une oligarchie très forte avec des gens très 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 riches tout en haut, et donc ça on le retrouve dans les SAS. Il y a pas mal c'est Pilar qui vient d'une famille très riche, et de l'autre côté les subversivos qui sont en fait des rouges, des communistes qui veulent prendre le pouvoir contre une junte militaire particulièrement barbare et qui torture, etc., etc. Et un des aspects les plus terribles du San Salvador sous la plume de Gérard de Villiers, c'est quand même l'absence de bons restaurants, puisqu'il y a que 2 restaurants ouverts dans cette ville qui, après tout, c'est en plein milieu d'une guerre civile et qui sert de la viande trop cuite et des boissons alcoolisées trop tièdes. Il passe son temps à se plaindre de la chaleur, il se passe son temps de se plaindre de la moiteur, les boîtes de nuit sont dégueulasses. Enfin, il y a un côté genre c'est vraiment un pays merdique. Il y a une obsession pour la topographie. Malco n'arrête pas de regarder des cartes, et en fait on sent Gérard de Villiers qui lui-même, pour écrire ce livre, a regardé une carte pour essayer d'être vraiment au maximum couleur locale. Et donc il y a plusieurs scènes d'ouverture. La première scène d'ouverture, c'est la torture d'une petite serveuse. Ça, c'est pour montrer que le méchant est vraiment très méchant. Très méchant. Oui, en fait, il commande à un autre personnage, Jésus, Jésus lui prie les poignets, lui conçoit les mains contre les rebords de la table, de façon à ce que seuls les pouces entravés dépassent sur la table. Ils étaient violets. Puis, de la main droite, il sortit la longue machette de son étui. Teresa n'eut même pas le temps d'avoir peur. La lame s'abattit violemment dans son dos, tranchant les pouces entravés et s'enfonçant dans le bois. C'est gore. C'est gore. Juste avant, c'est marrant. Enfin, je trouve que c'est un passage qui préfigure en fait un peu la suite. Jésus, l'un des pistoleros, la poussa contre Jesus, l'un des pistoleros, la poussa contre la table, le dos contre le bois. Teresa Santos se dit qu'il allait la violer et en fut presque soulagée. Celle-là lui était déjà arrivée à 14 ans et elle en était pas morte. Donc il y a une préfiguration de la suite. Mais là, il y a dès le premier chapitre, il y a un côté grand guignol dans la violence, avec des flots de sang,
avec les mains qui sont découpées au hachoir et qui sont servies à un gros chien, enfin ce genre de joyeuseté. Ensuite, il y a la scène d'assassinat donc de l'évêque dont on a parlé. Et ensuite, il y a la scène au QG de la CIA de briefing, qui est une scène assez convenue, suivie de la scène aussi très convenue de voyage. Et de l'arrivée dans l'aéroport dans un pays hostile et tropical. Voilà. Ensuite, il y a énormément de rebondissements. On va peut-être pas tout décrire parce que c'est pas très intéressant, mais ce qui est très marquant dans tous ces rebondissements, c'est que le personnage principal, c'est un peu un gros loser. Je trouve que j'étais très très surprise par rapport à mon habitude, parce que j'ai vu beaucoup de James Bond dans ma vie, que là, le personnage principal est quand même très passif, pas très efficace. Il va de mauvaise piste en mauvaise piste. Il galère. Il passe son temps à passer des coups de téléphone, à rencontrer des gens qui ensuite se font tuer parce qu'il les a rencontrés. Donc, on n'a pas l'impression qu'il lui-même fait trop avancer l'intrigue. Quand il fait avancer l'intrigue, c'est pas grâce à lui, c'est plutôt grâce à un coup de chance, grâce au méchant qui lui veut le massacrer et donc qui est actif. Là, dans la plupart du livre, le personnage principal transpire et subit ce qui lui arrive. Ouais, enfin mec, t'es censé être une sorte de surhomme. C'est trop bizarre comme... Je pense qu'il est pas tellement censé être une sorte de surhomme, il est vraiment... c'est plutôt les bidochons en espionnage. Enfin, il y a un côté... il a peur, il a beaucoup peur. Il a très peur, et c'est très souvent précisé qu'il est très anxieux, il est très stressé, et les deux moments où il est vraiment vraiment en danger, où il est à deux doigts de se faire buter, en fait c'est pas grâce à son esprit d'initiative, son intelligence ou sa force ou son courage qui se sauve, c'est par l'aide de personnages extérieurs comme le journaliste ou alors les deux barbouzes envoyés par la CIA qui sont une sorte de gorilles qui font des prises de judo et c'est parti. Il sauve le héros comme ça, tu vois. Moi, j'ai été un peu surprise de voir que c'était un personnage finalement pas très intéressant et le véritable personnage intéressant du livre, c'est le narrateur avec la manière dont il parle, son côté un peu, son bagou, quoi, son côté très insultant parfois. Le véritable personnage principal, c'est pas Malko, c'est Gérard de Villiers, quoi. Assez passif et finalement un des seuls moments où il prend l'initiative et il fait quelque chose, c'est pour violer une des femmes du bouquin. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que il échappe à plusieurs tentatives de meurtre de la part de Enrico Chacon, jusqu'au moment où Enrico se dit il faut que je sois plus filou que ça. Et donc, je lui envoie ma petite copine Maria Luisa pour créer une sorte de guet-apens avec deux autres dangereux policiers de la Hacienda. Enfin voilà. Et donc, il arrive à se défaire. Et ça, il le comprend pour le coup. Il est pas né de la dernière pluie, Malko, et il comprend tout de suite en voyant arriver Maria Luisa qu'il s'agit d'un piège qui est tendu contre lui, et il le retourne un peu. Enfin, en tout cas, il reprend l'initiative en ne suivant pas Maria là où elle veut l'emmener, mais plutôt en l'emmenant avec lui dans sa chambre d'hôtel pour la violer. Moi, je m'attendais en lisant ce livre que ça serait marrant, que ce serait une expérience assez rigolote. Et là, on est face à une histoire de viol et tout d'un coup, c'est glauque. C'est un côté sordide. C'est méga sordide. Et c'est écrit pour qu'on y prenne du plaisir. Hein. C'est pas du tout écrit pour qu'on se dise waouh, c'est glauque ce qui se passe ici. C'est censé être une scène de pornographie, quoi. Après, c'est un peu étrange parce qu'il y a une espèce de faux départ dans le sens où il a emmené chez lui, il la séquestre, il l'attache et puis en fait il s'endort parce que trop bizarre. Pourquoi il s'endort? Et donc on se dit tiens, c'est comme ça qu'il va éviter le viol, mais sauf qu'après il se réveille et il se remet au travail. Bref, juste pour le citer, ce passage-là qui est s'il y a des enfants dans la salle, qu'ils quittent cette salle tout de suite. Il commence à donctueux aller-retour dans ce boyau étroit, pensant à Enrico Chacon qui devait se ronger les sangs en se demandant pourquoi elle n'avait pas réapparu. Il en aurait des questions à poser. Donc le mec pense à un autre homme, tout en violant une femme. Enfin bon, on est dans le désir mimétique, hein. On est dans du René Girard. Surtout étant donné que Enrico Chacon est présenté comme un homme très beau, très désirable. Un playboy. C'est un peu censé être une sorte de
de négatif de Malko. Et d'ailleurs, il a la scène où il se rend compte enfin, parce qu'en fait, ils se sont pas rencontrés, ils se rencontrent que à la fin du livre, en fait. Et bon, on arrive au monologue assez convenu du méchant, du style, nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Et là, il y a Malko qui fait, pas du tout. Je ne suis pas un boucher qui torture les gens, alors que le mec, 50 pages plus tôt, a violé une femme, quoi. Malko, c'est un personnage qui est assez vide, et finalement, le fait qu'il soit pas si différent du tueur est plutôt convaincant, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui est animé par des valeurs très chevaleresques. Malko, en fait, il veut de l'argent, il veut s'enfourrer jusque-là, il veut il aime la violence, mais même pas tant que ça. Il dit au début que voilà, c'est pas un tueur, mais il n'est pas au service de causes qui le dépassent. Et il est vraiment juste là pour accomplir de manière un peu mécanique quelque chose pour la CIA. Que finalement, il réussit même pas à accomplir tout seul, puisqu'il a besoin de faire venir deux gorilles de la CIA pour pouvoir un peu reprendre l'initiative. Alors que Enrico Chacon, il a finalement une intériorité un peu plus intéressante, parce que lui est décrit comme quelqu'un qui ne veut pas juste être un beau gosse et qui veut, il se dit, mais si je pars, parce que en fait les États-Unis la CIA lui dit, non, bon, t'as abusé, viens aux États-Unis, puis on te donne une nouvelle identité et tu seras content, quoi. Et là, il est là, genre, non, moi, je peux pas, je reste ici. Et il reste ici parce qu'il a un désir de pouvoir énorme, de violence. C'est quelqu'un qui aime faire mal, qui aime la violence. Et donc, lui, a finalement plus de motivation. On sait un peu plus pourquoi il fait ce qu'il fait que Malko, quoi. Alors que Malko, il essaye de faire passer la vengeance des femmes avec qui Malko a couché, et qui ont été tués par Enrico Falcone comme une motivation pour le prince. Mais comme il parle tellement mal de ces femmes, il y a notamment un terme qui revient pour deux d'entre elles, c'est le terme de petit cerveau, ce qui est particulièrement misogyne. Et donc, finalement, ses motivations sont pas très claires, et ça en fait un personnage un peu fadasse. Et d'ailleurs, on l'a pas dit parce que on en a beaucoup discuté et finalement on l'a pas fait, mais c'est une narration qui est d'une misogynie. Ça va de soi, parce que pour moi, SAS, ouais, c'est comme ça. Mais je tiens à le rappeler, en effet, Petit cerveau, qui est pour décrire la pauvre fille qui se fait torturer au début du livre. Genre la pauvre fille qui, en plus de ça, est dans une situation atroce. T'as le narrateur qui est là, genre, oh putain, qu'est-ce qu'elle est conne. Mais mec, elle est à deux doigts de mourir. Et il y a un truc, bon voilà, vraiment intersection sexisme, racisme, c'est l'insulte utilisée par le narrateur de salope tropicale. C'est-à-dire que je crois que c'est Maria Luisa, mais je crois que c'est aussi l'autre, Pilar, qui sont à de multiples reprises traitées de salope tropicale. Et donc il y a cette idée que c'est des femmes qui ont un désir sexuel constant, et qui ont tout le temps envie de faire l'amour, et que donc en fait ça permet aussi de justifier le viol d'une certaine manière, parce que finalement elles sont leur corps, leurs conditions, même si elles prétendent ne pas vouloir, mais en fait elles le veulent quand même. Après ça donne un peu le côté la beaufrie des descriptions misogynes. C'est quelque chose c'est un peu un reliquat du passé qu'on retrouve plus tellement dans la littérature aujourd'hui, donc ça donne un petit charme aussi au bouquin. Quand il parle de salope tropicale, plus précisément, il parle de son mufle de salope tropicale, ce qui est quand même assez marrant de voir dans un imprimé comme ça, noir sur blanc, dans un livre vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Enfin, il y a un côté un peu audiard, alors en plus bas du front, mais le côté un peu insulte vieille France beauf et quand même ce qui fait partie du charme de CSS. Tu te dis, oh là là, c'est gros, mais bon, voilà, quoi, ça appartient au passé. Le seul souci, c'est finalement la scène de viol, où là, on est dans un autre registre, où tout d'un coup, on est dans quelque chose qui est quand même un peu plus difficile à lire. Après, bon, c'est de la pornographie, et c'est un fantasme qui se retrouve beaucoup dans la pornographie aujourd'hui. Donc, on faut pas non plus
commence à dire que voilà, la société a évolué de manière A, mais parce qu'en fait, finalement, ce type de scène maintenant se retrouve dans d'autres médiums qui sont finalement encore plus violents, quoi. Le schéma systématique de la rencontre avec une femme dans SAS, en tout cas dans cet épisode-là, Terreur à San Salvador, c'est il la rencontre, il la décrit comme une salope tropicale globalement, et ensuite elle se fait buter. Non, il couche avec elle. Il couche avec elle et elle se fait buter. Et, ah oui, et on n'a pas parlé d'un autre personnage féminin, c'est celui de Rosa. Rosa, c'est aussi une partenaire sexuelle de SAS, mais elle, pour le coup, c'est une subversivos, donc c'est une communiste. Et elle, alors c'est un peu différent, elle est considérée comme totalement folle, genre hystérique, et donc finalement son appartenance à un mouvement politique se fait plus sur des raisons d'hystérie que, disons, une coloration politique qui pourrait avoir un sens, tu vois. C'est une genre de beatnik, une genre de... Ouais. Il y a un côté où Gérard de Villiers, il est très anticommuniste. Et il y a aussi un autre personnage qu'on n'a pas cité, c'est le nazi, enfin l'ex-nazi. Et donc comme Malcolm, il est autrichien, il parle allemand. Tout de suite, l'ancien nazi qui s'est réfugié à Salvador, il est trop content, il peut parler allemand et tout, et il pense tout de suite que Malco est un peu comme lui, un gros nazi. Et donc quand il trinque, il trinque en disant Sieg Heil, et je suis là genre waouh. Enfin, ce qui fait que SAS c'est pas non plus un excellent livre, c'est que ces personnages ils sont un peu clichés, les femmes sont un peu interchangeables. Enfin, pardon, mais le nazi exilé en Amérique centrale, c'est complètement cliché. Et puis il a une mèche de cheveux blonds, c'est précisé, à la Hitler. Enfin, c'est complètement ridicule. Et donc, certes, il y a une galerie de personnages, mais c'est des personnages qui sont un peu clichés, qui sont un peu interchangeables, qui font pas si bien avancer l'intrigue. Et même le coup de théâtre final où on comprend que en fait le patron de la branche locale de la CIA, c'est lui le vrai méchant. Bah, c'est pas un vrai coup de théâtre parce que c'est quelque chose qui est attendu. Le personnage lui-même était décrit comme quelqu'un de veule et de lâche, et donc le fait qu'il ce soit un traître, c'est pas du tout une surprise. Donc il y a un peu un côté décevant et un côté torchon dans cette galerie-là. Oui, mais c'est comme si on regardait un porno avec un plombier et qu'on disait genre ah mais le plombier il fait mal son travail, regarde le siphon il a pas bien siphonné, tu vois. Enfin, il y a une marque aussi que c'est pas de la grande littérature, mais que ça se situe plutôt du côté des torchons, c'est qu'il y a énormément de dialogue. Et ça, c'est le fait de retourner à la lecture, même ça se voit de manière visuelle quand on ouvre le livre. Et bien, quasiment à toutes les pages, il y a du dialogue, réplique. Et ça, normalement, c'est pas forcément. Après, il y a toujours des exceptions, hein, mais c'est pas forcément le signe d'une très grande littérature. Et il y a un autre moment un peu amusant où il se fait un peu un morceau de bravoure d'une description de la soirée. Alors c'est à la toute fin, autour de la page 200. Il se fait un peu un morceau de bravoure d'une description d'une soirée à San Salvador là-bas, où tout à coup on a un paragraphe entier de description. Donc avec Malco traversa le salon, ou plutôt un des salons au sol recouvert d'une épaisse moquette blanche, grand comme la cour d'un château. D'immenses portes-fenêtres faisaient accéder à une terrasse où on avait installé un buffet et l'orchestre, dominant une piscine olympique entourée par les invités. C'était féerique. Un jet lumineux jaillissait de la piscine, animé par des vagues artificielles. Tous les hommes étaient en blanc, les femmes drapées dans de somptueuses robes longues, coiffées, maquillées comme pour un bal à Versailles. Tout le monde buvait, sauf quelques couples en train de danser sur une piste improvisée près de l'orchestre. Partout, il y avait des corbeilles de fleurs, des chandeliers éclairants, des massifs impeccablement taillés. Une jungle tropicale domestiquée. Là, il a un peu mouillé la chemise sur la description. Ouais. Ça y est, on est au casino de Balbec. Mais heureusement, juste après, on revient dans du SS tout pur. Une brune sculpturale à la peau très mate, avec une choucroute sur la tête et un maquillage à la reine de Saba, passa près de Malco et lui adressa une œillade assassine, en tortillant les hanches replètes. Mais là, on est face à deux clichés de la littérature populaire. C'est le fantasme du riche. Donc, on va te plonger dans des trucs. Plein les mirettes. C'est ça, c'est ce qu'on se trouve dans Captive, c'est ce qu'on trouve dans plein de livres de romance. On est chez les riches.
Et le deuxième truc, c'est que ensuite, bon ça, on va pas peut-être le citer, mais il y a des meufs à poil qui apparaissent, quoi. Ah bah oui. Non, et un dernier truc sur cette histoire de dialogue, c'est que de temps en temps, en mode couleur locale, il fout des mots en espagnol. Ou en allemand, comme tu le disais. Ou en allemand. Bon, ça marche. Ça participe de l'exotisme un peu frelaté du bouquin. Exactement. Enfin, maintenant, moi, je suis en train de me dire, j'aimerais bien en lire un deuxième, peut-être pas là tout de suite, pour un peu comparer, quoi. Pour voir un petit peu ce qui relève de la série. Enfin, tu disais écriture automatique au tout début. Enfin, qu'est-ce qui relève des éléments de structure qu'on retrouve absolument dans chacun des bouquins, et qu'est-ce qui est propre à Terreur à San Salvador, par exemple. Cette scène de viol, est-ce que c'est un truc qui est particulièrement, une transgression qui est particulièrement forte dans cet épisode-là, ou est-ce que finalement c'est la norme pour les 200 autres exemplaires qu'il a publiés? Est-ce que la manière dont il parle, ah oui, parce qu'on en a pas trop parlé, enfin un petit peu avec la salope tropicale, mais la manière dont il parle des habitants de San Salvador comme étant des machos débiles, est-ce que quand il va en Alaska, quand il va aux États-Unis, quand il va en Syrie, à Ceylan, à Kaboul, à Beyrouth, à La Paz, est-ce que à chaque fois les habitants sont décrits comme ça, ou est-ce qu'il y a des petites variantes dans le racisme? Exactement. Ouais, et moi, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être en lire un dans un pays que je connais, tu vois, vaguement. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, la plupart des pays, c'est des pays un peu hard. Un peu hard, tu vois. Je connais pas tellement Kaboul, ni le Zanzibar, ni... Bon, le problème, c'est qu'avec la chute du mur, il y en a aussi pas mal qui sont plus tellement d'actualité, voilà. Mais non, celui qui se passe, le dernier, celui qui se passe au Kremlin, ça aurait pu être intéressant, tu vois. Donc peut-être si un jour on tombe chez le bouquiniste d'Arsandré sur le dernier SAS qui se passe en Russie en 2010, peut-être là je me permettrais d'en acheter un deuxième, mais non, c'est pas quelque chose qu'on conseillerait à la lecture, je pense. En tout cas pas celui-ci en particulier. Il y a quelques passages que j'ai trouvé rigolos, enfin voilà. Et peut-être que parmi les auditeurs du podcast, on va avoir un connaisseur de SAS qui va nous dire « Ah mais non, mais vous avez lu le mauvais, il fallait plutôt lire Terreur à Baalbek ou... » Terreur à Baalbek. Mais oui, mais Baalbek, c'est la ville... c'est au sud du Liban. Je savais pas du tout. Je pensais qu'on était dans genre la recherche du temps perdu, ou t'es genre Marcel Proust, genre... Il s'appelle les fous de Baalbek, pour être plus exact. Genre, Albertine disparaît. C'est parce que il va arriver un ouais. Il faudrait que quelqu'un écrive genre un SAS, mais genre avec les personnages de la recherche du temps perdu. Le problème, ça a été vraiment la scène de viol où tout d'un coup, j'étais là genre waouh, qu'est-ce que je suis en train de lire. Mais globalement, s'il y avait pas eu cette scène-là, après j'aurais trouvé ça nul, mais bon, gaulerie quoi. Là, le problème, c'est que comme c'est allé dans le sordide, ça a enlevé le plaisir de lire un gros nanar, quoi. Alors, c'est un peu long. Il y a un espèce de ventre mou d'une centaine de pages où, malgré tous ces efforts pour faire des rebondissements et même des scènes où le héros est pas mal en difficulté, on marque un peu la longueur et c'est un peu le mur de la page 150 est un peu difficile à franchir. Et on subit le livre un peu comme le héros subit la chaleur. Ouais, il y a un peu de ça. On mouille la chemise, quoi. Après, ce qui est un peu décevant aussi, c'est le duel final avec Enrico Chacon. Ouais, s'y prend. Parce que, enfin, c'est là où il est un peu confronté à un terrible aspect de la modernité, c'est que finalement tuer quelqu'un à l'arme automatique, c'est quelque chose qui est assez rapide et pas très spectaculaire. Et notamment, il se planque derrière une maison adjacente à celle du méchant. Il le traque au fusil à lunettes et puis une fois qu'il arrive dans sa lunette, il le bute. Ce qui est quand même un peu moins spectaculaire que un duel au sabre laser ou un duel à la masse. Enfin, finalement, c'est pas vraiment un exploit. Enfin, l'exploit, ça a été la traque, mais comme on l'a dit, on l'a redit, la traque, elle a été assez fastidieuse. Donc à la fin, c'est presque plus un soulagement que enfin il ait réussi à le tuer, plutôt que un pic de la narration. Et là, c'est à nouveau Malco Loser. C'est lui qui, de lui-même, a se dit en fait, il s'en est fallu d'un cheveu et c'est vraiment à la grâce de Dieu. C'est pas moi qui était particulièrement fort, c'est Dieu qui en a voulu ainsi parce que en gros, on était tous les deux en face à face, quoi. Alors, que lire à la place de Terreur à San Salvador?
Moi, en ce moment, je lis American Tabloid de James Ellroy. Pas grand-chose à voir, mais il y a beaucoup de réalisme dans l'intrigue. Par exemple, il y a les Kennedy, il y a Howard Hughes, il y a Hoover du FBI, qui sont des véritables personnages dans le livre. Il y a un côté très sulfureux, très viril, beaucoup de rebondissements, et puis un côté très cinématographique. Donc, je vous conseille, si vous voulez quelque chose d'un peu plus intello, on va dire, de lire un peu du James Ellroy. Tu vois, on a commencé notre discussion avec le fait que parler de marque dans une fiction, ça a un côté un peu artificiel et parfois ça enlève de la qualité à la prose. Et, et en fait, finalement, les personnages réels sont un peu des marques. Tout d'un coup, comment tu utilises un personnage qui a réellement existé, c'est assez compliqué finalement. Dans SAS, pour le coup, il le fait plutôt bien parce que il arrive à intégrer des personnages comme l'évêque de manière Ouais, virtuelle. oui, mais il les fait pas vraiment exister. C'est des silhouettes qui passent et qui Voilà. servent l'intrigue, mais c'est pas des personnages au sens où ils parlent pas beaucoup. Et dans James Ellroy, ce qui se passe, enfin dans American Tabloid, ce sont des personnages qui ont beaucoup plus de substance, qui sont pas du tout des ombres. Mais comme les 3 personnages principaux sont des hommes de main de ces personnes-là, et bah ça passe et ça marche plutôt bien. Et en plus, on sent que James Ellroy, il est juste, c'est un énorme passionné, c'est un énorme geek de cette période-là, et donc il arrive à retranscrire de manière fidèle des personnages qui ont réellement existé. Et toi, Marc, qu'est-ce que tu conseilles? Alors assez récemment, j'ai lu, pendant la même période, j'ai lu Guillaume le Maréchal ou Le meilleur chevalier du monde, qui est un livre d'histoire écrit par Georges Duby, qui raconte la vie, qui est étonnamment bien documentée pour un homme du Moyen Âge, du comte Guillaume le Maréchal, qui au moment de sa mort a été décrit par ses contemporains comme étant le meilleur chevalier du monde. Et il y a une ambiance virilité, violence, alors pas trop de sexe, même si l'historien vient essayer de lire un petit peu le dessous des cartes derrière la vie de bachelier, l'équivalent de bachelor à l'époque de Guillaume le Maréchal avant son mariage, et puis ensuite son mariage qui lui a permis de faire fortune et d'accéder à une situation sociale complètement inespérée au début de sa carrière. Mais c'est un livre extrêmement bien écrit, assez court, ça fait 200 pages, qui vient raconter ce que c'est que les valeurs de la chevalerie et comment est-ce qu'elles se sont incarnées dans un homme qui était Guillaume. Ça fait réfléchir un peu sur ça serait quoi les valeurs de SAS, tu vois. Enfin, c'est quand même un homme qui a pas énormément d'honneur ou de... On a l'impression que ses valeurs, c'est le sexe, le fric et la violence. Hein. Ouais, c'est ça. Alors qu'à l'inverse, Guillaume le Maréchal, tu m'as dit, il y a des choses assez... il y a la parole donnée. Donc les valeurs de chevalier, c'est d'abord la fidélité, tenir parole, ne pas trahir la foi jurée. Second devoir de ces hommes de guerre était d'agir en preux, à prouesse, combattre et tâcher de vaincre, mais en se conformant à certaines lois. Donc, ces 2 premières valeurs, le personnage principal de SAS, c'est pas très... Après, un truc qui est frappant, c'est qu'il laisse tomber sa couverture assez rapidement, et c'est quelqu'un d'assez honnête. Il essaie à de multiples reprises, notamment vis-à-vis des communistes, d'être totalement transparent avec eux. Mais on a l'impression que c'est de l'incompétence ou qu'il a juste pas l'intelligence ou pas assez manipulateur. Enfin, c'est même pas un bon espion, quoi. C'est pas un bon chevalier, ça c'est sûr, mais c'est pas un bon espion. Mais donc, ensuite, il y a 2 autres valeurs qui sont de manière téméraire, gagner l'amour des dames. Et enfin, la prodigalité, c'est-à-dire de distribuer l'argent qu'on gagne partout autour de soi. Après, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est que il paye des restos aux gens, et il a beaucoup d'argent à disposition, mais t'as l'impression que c'est un peu l'argent de la CIA, donc c'est de l'expense, quoi. Ouais, c'est pas de la prodigalité au sens de l'argent qui devrait lui revenir et qu'il distribue en fait de manière désintéressée. Alors que bon, Gérard de Villiers, j'ai l'impression que la prodigalité, ça pour le coup, il s'y connaissait bien. De faire partie de son lifestyle. Est-ce que t'as été content de cet épisode? Est-ce que cette expérience était agréable? C'était très chouette de pouvoir passer enfin de l'autre côté du miroir et puis de découvrir, mine de rien, un type de littérature auquel je suis pas habitué. Donc c'était un très bon épisode. Ouais. Super.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.